Hello et bienvenue pour le 129e épisode du podcast Tennis Légende. Je suis Max Zamora, votre hôte, et vous souhaite une belle écoute en compagnie de notre invité Régis Brunet, qui est déjà passé sur le podcast. Si vous n'avez pas écouté nos 2 premières parties, foncez le faire. Ce sont des pépites. Eh ben, heureux de te retrouver, le roi de l'anecdote. Ok, alors, j'ai noté Guy Forger, enfin, ce que tu as noté plutôt, Forger AG Lower pour jouer ou pas Cincinnati. Est-ce que tu veux commencer là-dessus? En fait, si tu veux, il y a une expérience qui est sympa, qui est avec Agel, et que j'aimerais raconter, parce que j'ai vu qu'Agel regardait les trucs, et puis j'aimerais lui faire un peu la misère. Tu vois. Ah ouais. Mais, il est là, tu vois. Il commente, hein, je le vois sur LinkedIn. Oui, je sais, c'est pour ça, tu vois, j'ai dit, attends, putain, toi, je vais pas te louper, quoi, tu vois. Mais j'ai eu Guy aussi qui m'a raconté l'histoire, et c'est vrai que des fois, tu vois, putain, quand ça a 20 ans de trucs, tu dis, putain, est-ce que tu raconterais ou pas? Et il était mort de rire, tu vois. Donc, cette anecdote, elle est pas mal. Oui. Ouais, Guy a écouté, ouais. T'as fait un débrief quand? Oh, écoute, il m'a fait un débrief, il m'a dit, putain, c'est marrant ton truc, c'est sympa, par contre, c'est long, donc je vais l'écouter dans l'avion tranquillement. Après, je sais pas combien de temps il a écouté, tu vois, mais je sais qu'il a écouté. Voilà. Bon, tu sais, je l'ai croisé pareil en sortant du surf il y a 1 an. Ouais. Il est en train de parler avec un gars et j'ai pas osé le déranger, mais si je le recroise, le Guy, après Roland, je vais le voir direct. Ah oui, tu le chopes et puis tu lui dis, putain, Régis m'a dit de te choper, vieux, je vais pas te lâcher, tu vois, parce que... Est-ce que tu peux nous raconter du coup la relation que tu pouvais avoir avec les coachs? Et je crois qu'il y a une anecdote qui te tient à cœur que tu aimerais nous raconter, qui est celle avec Guy Forger et Patrice Agelower sur le tournoi de Cincinnati. Ouais, c'est une anecdote qui est sympa parce qu'un jour, bien sûr, on fait toujours le programme de Guy et on fait le programme, bien sûr, avec les coachs pour savoir quels sont les tournois qu'il veut jouer. Et à chaque fois, je me prenais la tête avec Agel parce qu'Agel, il s'en allait de l'écouter. Il fallait jouer 10 tournois dans l'année et c'était terminé parce que les joueurs avaient besoin de se reposer pour pouvoir aborder les plus grands tournois dans les meilleures conditions. Donc, je dis à Agel, j'ai dit, écoute, Agel, à un moment donné, il va falloir qu'il joue des petits tournois parce que c'est là où il va choper les garanties. Si jamais il chope pas de garantie, il va m'en vouloir parce que j'aurais pas fait du travail pour lui. Donc, il va falloir jouer quelques tournois pour qu'il puisse s'engraisser un petit peu au niveau financier. Et puis, des gros tournois pour préparer l'US Open. Et à l'époque, je dis, écoute, ça serait vraiment bien qu'il joue Cincinnati parce que Cincinnati, c'est un grand tournoi. Il a besoin un peu d'exposition. Il était à l'époque dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux et je le voyais vraiment arriver encore plus loin parce qu'il avait des qualités énormes au niveau de son service et jouer sur dur, pour lui, c'était une nécessité. C'est là où il aurait pu effectivement faire la différence. Et il me dit non, je veux pas, arrête tes conneries, arrête, putain, il va arriver à l'US Open, il va être cuit, je préfère qu'il fasse du surf à Biarritz, c'est beaucoup. Oui, Non, il m'a dit ça. Attends, qu'il se la fasse belle, tranquille, qu'il joue un petit peu. J'ai dit non, Agel, non, fais pas chier, putain. Et puis je dis à Guy, Guy, à un moment donné, putain, je joue au tennis, quoi. Je veux dire, c'est maintenant que tu joues. Master 1000 déjà, Cincinnati à l'époque. Oh, c'était un grand tournoi, C'était pas la catégorie Master 1000 comme aujourd'hui. Non, c'était un grand tournoi avant l'US Open, mais il n'y avait pas encore les catégories Masters 1000. Un peu comme Washington aujourd'hui, quoi. Voilà, exactement. Donc, Guy me dit, bon, bah écoute, ok, non, j'y vais. Écoute, comme ça, je me prépare pour l'US Open et tout ça. Et il va à Cincinnati et il gagne Cincinnati. Il bat Becker en demi et Sampras en finale. Donc, pour battre Becker en demi sur dur et Sampras sur dur aux États-Unis, le père Guy, il jouait vraiment dans les 3-4 meilleurs joueurs du monde. Et là, je vois arriver mon Agel à l'US Open et je lui ai fait la misère, mais comme jamais, tu peux pas savoir. J'ai dit, mais Agel, putain, mais si je t'écoutais, vieux, jamais je facturerais. Je peux pas facturer avec toi. Putain, t'en déconnes, regarde. Là, il a gagné, il a battu les meilleurs joueurs du monde. Et derrière, je facture. Donc maintenant, le programme, c'est moi qui le fais. Hein, et tu m'emmerdes plus. Hein. Voilà. Et alors, et qu'est-ce qu'il t'a répondu à ça? Oh ben Agel, il a rien répondu. Il a dit effectivement, putain, ben, c'est fabuleux, c'est génial. Bon, il a enchaîné. Mais bon, même quand je le vois aujourd'hui, chez Cincinnati, je vais te dire un truc. Puis dans ces cas-là, tu sais, j'en rajoute un peu 25%. Donc, je lui fais la misère à chaque fois. Quand on parle de Guy, je lui fais la misère. Tu te rappelles le jour où il a battu Sampras et Sampras qui était numéro 1 mondial. Putain, tu vois, donc c'était énorme. Quoi, voilà. Et alors, ça me fait penser à 2 trucs. Agel, on a fait un épisode marathon de 3 heures, 3 parties de 1 heure. Et il me disait que quand il entraînait Yannick, il avait toujours son salaire de prof de sport. C'est-à-dire qu'il était payé
4 fois moins cher qu'un coach indépendant. Mais sauf qu'Agel, c'est un tel passionné qu'il n'en avait rien à carrer, quoi, presque. Ouais. Donc, ça, c'était sur le volet financier. Et deuxième partie, tu me dis, tu parles des garanties financières pour aller participer à ce tournoi-là. Combien percevait Guy à l'époque comme garantie à peu près pour aller participer à ça? Est-ce que toi, tu te commissionnais là-dessus? Alors oui, bien sûr, on se commissionnait là-dessus. Ça, c'est là, heureusement, autrement, on n'aurait pas pu être agent. Mais Guy, en fait, il jouait 5-6 tournois à garantie par an. Il jouait des tournois comme Marseille, comme tous les tournois comme Lyon, les tournois français où sa valeur marchande, quand il était dans les 10 meilleurs joueurs du monde, était intéressante. Ça veut dire qu'un tournoi qui pouvait se permettre de payer un joueur comme Guy, il pouvait l'utiliser en promotion, expliquer en fait 2 mois, 3 mois avant que Guy allait jouer, ce qui pouvait, je dirais, influencer à la fois le sponsoring, à la fois les ventes de billetterie et l'hospitalité. Donc, c'était très intéressant de pouvoir annoncer un joueur charismatique avant pour un tournoi. Donc, Guy, dans les tournois, quand il était dans les 3 à 4 meilleurs joueurs du monde, il prenait pas moins de 100 000 euros par tournoi pour jouer. Ça veut dire qu'il... Oui. Pour ça, il devait effectivement faire le tour des partenaires. Il avait quelques obligations. Le tournoi pouvait utiliser son image. Le tournoi pouvait faire un certain nombre d'opérations dans le village de relations publiques pour que derrière, je dirais, ils puissent retrouver leur argent. Mais c'était à peu près la moyenne. Après, des fois, c'est des tournois qui étaient un peu plus importants. Ils payaient 50, mais ça allait à l'époque, pour un troisième, quatrième, c'était entre 75 et 200 000 euros. Ça dépendait de la personnalité des joueurs. Et l'agence prenait quoi, 20-25%? Non, malheureusement, non, c'était plus 15% à l'époque. Ça dépendait en fait. Mais au plus le joueur était bon, au plus il générait de l'argent. Et je dirais qu'on faisait des efforts de commission à l'époque pour pouvoir que tout le monde soit content, quoi. Il fallait que l'agent soit content, que le joueur soit content et que tout se passe bien. Donc, c'est toujours plus que les agents de cinéma, c'est la série 10%. Là. Oui. Non, mais aujourd'hui, ça s'est légalisé. Donc, on ne peut pas prendre plus de 10% en France. Mais après, bon, ils ne jouent pas tous les jours en France non plus. Donc, je crois que c'est Julien Claffen qui nous disait que le ticket aujourd'hui pour Rafa, Roger ou Djoko, c'est 2 millions. 2 millions de quoi? De minimum garantie pour un tournoi en dehors pour les tournois qui versent des minimums garanties, type Acapulco, Rotterdam. Non, mais il y a pas de limite aujourd'hui pour un tournoi pour avoir les 3 meilleurs. Ça, c'est sûr. Je parle d'il y a 20 ans. Hein, donc, aujourd'hui, c'est énorme. Je veux dire, si on veut Nadal, et même Nadal, il jouera que les tournois qui sportivement l'intéressent. S'il peut prendre de l'argent, c'est bon. Mais ils ont tellement d'argent que 2 de plus ou de moins, très sincèrement, ça ne change pas leur vie. C'est quand même fou, putain. Tout est relatif. Hein. Si on en a 500 en banque, jouer 2 et prendre l'avion pour aller à Acapulco, franchement, ça fait chier, quoi. Alors, Guy et Patrice, affaire classée. Est-ce qu'on peut passer à... Merci Agel. Merci Agel, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut passer à Fabrice Santoro, sa signature donc chez IMG, l'agence pour laquelle tu travaillais. Et donc la signature avec Daniel, sa mère, et son papa. Son papa, d'ailleurs, on a fait un épisode avec Fabrice. Il rend hommage 25 fois à son papa. C'est hyper touchant, qui selon lui, vraiment lui a tout appris, lui a tout transmis. Quelle est l'anecdote en lien avec cette fameuse signature Fabrice, c'est quelqu'un que moi, personnellement, en tant que fan de tennis, j'adorais voir jouer. Pourquoi? Parce que c'était complètement atypique. C'est un type qui est un véritable magicien. C'est un type qui est extraordinaire à voir jouer parce qu'il n'y en a qu'un comme lui. Aujourd'hui, on l'a rencontré, il avait 18 ans, 19 ans, 17. Il était déjà mature, ouais. Oui, il était déjà mature. Il était représenté à l'époque par Patrice Dominguez et Denis Nejlen, qui faisaient ça pour l'aider. Et puis, à un moment donné, il avait besoin peut-être d'une structure un peu plus internationale. Et moi, ce mec, je veux dire qu'à chaque fois que j'arrivais dans un tournoi, le premier mec que j'allais voir jouer, c'était lui, parce qu'il se passait quelque chose de fantastique. Hein. Donc Fabrice, je l'ai dragué plusieurs fois et c'était pas facile à l'époque. Donc j'ai ramé. Et puis j'avais quand même d'excellents rapports avec eux parce que Marcel et Daniel, je les adore, quoi. Je veux dire, Marcel, c'est comme s'il était là aujourd'hui, mais Marcel, c'est un
pittoresque. C'est Toulon, c'est l'accent, on est du même quartier, quoi, je veux dire. Et ça s'est très bien passé avec les parents. Et un jour, je me rappelle très très bien, je suis à l'hôpital, je suis opéré de l'appendicite. Quelqu'un tape à la porte. J'ai 3-4 jours en fait pour rester à l'hôpital. C'est juste avant Noël. Et quelqu'un tape à la porte. Alors là très sincèrement, je dis oui, bien sûr. Et quelqu'un rentre, c'était Fabrice et son père et Marcel. Et je leur dis, franchement, c'est vachement sympa de venir me voir, quoi. Comment vous avez su que j'allais, parce qu'il n'y avait pas les portables à l'époque, hein. Ouais. Donc, comment vous avez su que j'allais être opéré? Ils m'ont dit, là, tout ça, Guy, tout ça nous a dit, ça vous fait plaisir de passer te voir, et puis on a une nouvelle à t'annoncer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils me disent, écoute, on aimerait bien que tu représentes Fabrice. Et ouais, j'ai dit, écoute, à la fois, j'ai été très ému parce que c'était quelqu'un comme je te dis, que j'adorais, que j'adore toujours, mais c'était le bon moment, c'était mon cadeau de Noël. Et on a eu des liens pendant, je pense, une dizaine d'années. Ça s'est toujours très bien passé. Il y a eu ses contrats. C'était pas quelqu'un qui avait des très gros contrats parce que il était un peu limité au niveau de son classement. Malheureusement, il avait besoin de gagner des grands tournois, mais on a bien travaillé avec Lacoste, on a bien travaillé avec les différents équipementiers. Et puis après, je veux dire, on est toujours en contact et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà. Génial. Et Fabrice, en termes de minimum garanti, tu te souviens de la fourchette? C'était malheureusement, Fabrice, il est tombé dans une époque où il y avait Yannick Noah, Henri Lecomte, Guy Forget et Cédric Pioline. Donc, il était toujours le 5e, 6e. Alors, il a joué Coupe Davis, il a joué tout ça, il a gagné la Coupe Davis, il a fait un match extraordinaire avec Pioline en double à Melbourne, hein. Ils ont gagné la Coupe Davis grâce aux deux aussi, hein. Mais c'était quelqu'un qui arrivait toujours en 5e position, donc il restait toujours pas beaucoup de budget pour lui. Donc les gens voulaient le voir, mais c'était pas la star numéro 1. Il était un petit peu introverti, un petit peu en dedans. Il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Donc c'est dommage parce que franchement, c'était quelqu'un qui était très bon, mais il lui manquait un coup fort pour pouvoir passer ce cap et être dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Et là, ça aurait été vraiment la cueillette. Mais ce coup fort, c'était soit un bon service, soit un coup droit qui décape aujourd'hui, soit quelque chose de fort où il puisse gagner les points un peu plus facilement, parce que ce type était vraiment incroyable, quoi, notamment en double. Tu te rends compte, pour un gars introverti, prendre le micro aujourd'hui devant 15 000 personnes sur le Central de Roland, c'est costaud quand même. C'est formidable. Moi, j'admire parce que la prise de parole en public, c'est quelque chose de très difficile. Ouais. Et qu'à la fois quelqu'un comme Cédric, comme Fabrice puisse faire ça devant autant de monde et à la télévision, je leur tire mon chapeau. Ouais, ils ont dû se marrer avec Mika Liodra en double, j'imagine, ça devait être la folie. Mika, tu l'as pas représenté, non? Non, jamais. Non, jamais. Jamais eu l'occasion. Le nombre de fois où j'ai posé la question quel est le joueur le plus fou sur le circuit, c'est évidemment Mika Liodra qui est sorti. Ils ont dû vivre quelques belles anecdotes. Il a joué beaucoup avec Clément. Donc ouais, tu parlais de la génération de Noah, mais après, il a aussi basculé sur celle de Grosjean, Clément, Liodra, Deep, Escudé, tout ça. Il a été entre deux générations, quoi. Et tu disais qu'en termes de négo, ça n'a jamais envolé, quoi. Même s'il est numéro 1 mondial à la race, en plus. Incroyable, quand même. Il était combien? Numéro 1 mondial à la race en gagnant Doha, tu sais, au passage. Oui, bien sûr. Non, mais Fabrice, son talent n'était pas reconnu à sa juste valeur, très sincèrement. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il a très bien vécu du tennis, il a gagné des tournois, il a fait des matchs exceptionnels. Moi, j'aurais aimé qu'il soit plus reconnu que ça, mais c'est comme ça, quoi. Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est dû à la personnalité, au charisme, aux résultats, à la compétition entre joueurs français. Et c'est vrai que il a fait une carrière fantastique, rien à dire, mais il lui manquait ce petit plus qui aurait pu envoler en fait sa carrière encore plus, parce qu'il a fait une carrière vraiment mémorable. Donc tu as une anecdote maintenant avec Amélie Castera, qui est l'actuelle directrice générale de la Fédé, qui vient d'être élue. Tu veux nous parler de sa signature, au niveau de son contrat à nouveau
toujours chez IMG, évidemment, et du dernier rendez-vous avec son père. Oui, alors je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote, mais elle est très significative parce que la dernière fois que j'ai parlé d'Amélie, elle avait un parcours, j'avais dit qu'elle avait un parcours extraordinaire dans les différentes sociétés dans lesquelles elle a travaillé. Et tu nous as dit aussi qu'elle n'était pas assez folle, elle était trop brillante pour passer sur le circuit, qu'il fallait avoir un côté tête au casque pour être dans ce sport. Il lui manquait un petit peu un grain de folie qu'elle n'avait pas et elle s'en est aperçue. Elle a repris ses études. Je crois qu'elle a fait l'ENA ou quelque chose comme ça. Elle a déjà fait un parcours génial au niveau des 16 sociétés avec lesquelles elle a travaillé. Mais effectivement, avec la nomination et la victoire de Gilles Moreton, Gilles a eu l'excellente idée de la nommer directrice générale. Je dirais que c'est pour le tennis, c'est magnifique parce que le tennis revient aux anciens joueurs de tennis qui ont sué sur le court. Et ça, je trouve ça un clin d'œil formidable pour elle. L'anecdote que je voulais raconter sur la fin de son contrat avec nous, c'était la suivante, c'est que je me suis moi personnellement aperçu que elle n'était pas faite pour ça. Et je parlais beaucoup plus avec son père, Richard, de la situation d'Amélie sur le court, et j'ai expliqué que sur le court, elle était un petit peu stressée, qu'elle était un petit peu nerveuse, et qu'elle manquait un petit peu de peps pour pouvoir faire certains coups qui pouvaient la faire, je dirais, rentrer dans les top 10. Et à l'époque, on parle de ça avec Richard, et puis Richard me dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Je dis, écoute, pour moi, très sincèrement, vu son intelligence, je pense qu'il faudrait qu'elle reprenne les études parce qu'elle aura beaucoup plus intérêt à s'épanouir du côté professionnel dans la société que sur le cours de tennis où l'avenir, il n'est pas véritablement réjouissant. Elle a été 250e en 95, là, je viens de regarder. Voilà, et son père me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, ça veut dire que je te dis la vérité et que je peux comprendre. Donc, à partir de là, son père a dit, OK, j'ai compris. On n'a plus rien à se dire. Il est parti, j'ai payé des cafés et je ne l'ai plus jamais revu. Ah ouais? Mais je n'en veux pas du tout. Au contraire, Richard était quelqu'un qui attendait tellement, en fait, d'une carrière pour Amélie qu'il a dû être déçu de ce que je pouvais lui dire, mais j'ai préféré dire la vérité parce que dans le cas d'Amélie, il ne fallait surtout pas qu'elle loupe ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas lui faire miroiter des choses qu'elle ne pouvait pas tenir. Mais j'ai jamais plus revu Richard, mais je suis sûr que si on se voit prochainement, on sera très content de pouvoir en discuter. En tout cas, moi, je suis personnellement très content pour Amélie. Je ne l'ai pas envoyé de texto ni rien pour la féliciter. J'attends de la voir à Roland-Garros parce que des conversations comme ça, je préfère les avoir entre quatre yeux pour pouvoir lui dire tellement je suis fier et heureuse de son évolution. Génial. Et ça t'a affecté, toi, ce genre de réaction d'un parent à l'époque? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir expliquer que ça passera pas. Après, les gens sont capables de décider d'eux-mêmes ce qu'ils doivent faire, mais être franc avec une jeune joueuse comme ça, c'était mon rôle aussi de pouvoir dire. Et on avait signé des bons contrats pour elle, hein. On avait signé un contrat filage, je me rappelle à l'époque, qui était un super contrat. Mais à un moment donné, on avait mis le pied à l'étrier et puis ça passait pas, quoi. Je veux dire, il fallait dire la vérité. Ça me fait penser à Gasquet qui avait signé un contrat mirobolant avec Lacoste dans ses jeunes années. Est-ce que tu étais dans la boucle à ce moment-là ou tu étais déjà retiré? Oui, non, j'étais dans la boucle. Richard, je me rappelle plus très bien, mais à l'époque, mais c'est moi qui l'ai signé chez IMG. À l'époque, je me rappelle très bien avec Francis et Maryse d'avoir eu des conversations régulières pour savoir quand est-ce qu'on allait commencer, sachant que je suis allé directement les voir à Marseillan à l'époque. J'ai même joué avec lui. Il avait 11 ans. Et tout de suite, j'ai vu son revers qui était déjà à 11 ans formidable. Et j'ai dit, écoute, Francis, si jamais à un moment donné, tu veux qu'on passe la vitesse supérieure, je vais pas te dire on va signer maintenant, mais il va y avoir un timing. Mais surtout, moi, je peux m'occuper de ton fils. OK? Et Maryse, pareil, quoi. Je veux dire, parce que les deux étaient devant moi. J'ai dit, moi, je vais te dire un truc, je ne louperai pas, Richard. D'accord? C'est sa maman, Maryse? Oui. À l'époque, il avait 11 ans. Et puis, à 12 ans, lors des petits as à table, je m'aperçois, en fait, j'étais pas là, je sais pas pourquoi, et je m'aperçois que j'ai une conversation avec le propriétaire du tournoi qui me dit, tiens, je vois, il y a Auré Salkel qui est en train de discuter avec les parents de Richard, tu devrais faire attention. Alors là, j'ai dit, écoute, passe-les-moi tout de suite, parce que là, ça le fait pas du tout, quoi. Et là, je deviens fou. Je suis pas là, Auré Salkel est là, il parle aux parents, et tu vois, et là, j'ai dit, attends, je peux pas le louper. Donc, et il me passe Francis, et
Et j'ai dit, Francis, tu parles à Maurice Alkel, mais n'oublie pas, hein, attends, s'il faut descendre là dans la demi-heure, je descends. Mais attention, hein, je veux dire, les meilleurs, c'est nous. Moi, je vais m'occuper du petit, ça va être un avion. Ne te laisse pas embrayer par les Advantage. Advantage, c'est les méchants, d'accord? Donc, surtout, ne fais pas d'erreur. Hein. Okay. Non, 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 Régis, t'inquiète pas, il a voulu nous parler, je suis obligé de lui parler. Ok, pas de problème. Mais la semaine prochaine, je suis à Marseillan avec les contrats et on signe. C'est ce qui s'est passé. Je suis allé à Marseillan, on a signé avec Richard et puis on a commencé une longue collaboration. On a signé des très bons contrats chez Lacoste. On l'a essayé de l'aider au maximum pour avoir des wildcards pour pouvoir qu'il passe des caps. Mais bon, et déjà à l'époque, il jouait tellement bien, c'était la cueillette, quoi. Je veux dire, au niveau des contrats comme au niveau des wildcards. Il a eu besoin de quelques-unes, mais pas beaucoup. Et puis après, derrière, Richard nous a quittés pour aller chez le groupe Lagardère. Ouais. Vu ses relations avec Arnaud, un jour, Maryse est venue, ou même, je crois que c'était Arnaud Lagardère qui est venu me voir en disant, écoute, Régis, à la fin du contrat chez IMG, moi, j'aimerais bien représenter Richard. Est-ce que tu peux me le laisser? Et on avait des tels rapports, en fait, que je m'apercevais que Richard, je pouvais rien pour lui de plus que Arnaud Lagardère qui faisait le maximum et qui faisait des choses que moi, je ne pouvais pas faire. Ouais. Donc, automatiquement, j'ai dit, écoute, Arnaud, il n'y a aucun souci. On s'arrange au niveau de la terminaison du contrat. Mais Richard va aller chez toi et je te souhaite bonne chance parce qu'à un moment donné, il faut accepter la réalité. Et ce que pouvait faire Arnaud, nous, on ne pouvait pas le faire. J'avais cru entendre un chiffre comme 30 millions de francs. Je crois que c'était des francs à l'époque sur 5 ans avec Lacoste. Je vais être très franc avec toi, je me souviens plus. Ça fait à peu près 5 millions d'euros sur ça. Non, impossible. Non. Ah ouais? Non, impossible. Okay. Bon. Non, impossible. Plus ou moins? Oh non, moins. Moins, beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Non, beaucoup moins. Non, il est rentré chez Lacoste. Le problème de Richard, je vais t'expliquer, c'est très simple. Il est rentré chez Lacoste tôt, d'accord? Il n'y a pas eu à la fin de ses contrats, de sociétés qui étaient capables de surenchérir. Donc, le but, nous, quand on était agent, c'était de pouvoir avoir des offres et faire monter la sauce pour que derrière, on signe de meilleurs contrats. Okay. Et Nike n'a jamais été intéressé par Richard et Adidas n'a jamais été intéressé par Richard pour des questions XY. Je ne sais pas, je ne veux pas ni par Reebok, ni par... Mais tu le sais, ça veut dire... c'est obligé que tu le saches. Oui, je le sais. Et je ne peux pas le savoir. Je le sais, mais je n'ai pas envie que tu me poses la question. Mais Richard avait une personnalité qui était la sienne. Et Richard, à un moment donné, avait ses forces et ses faiblesses. Et sa personnalité n'allait pas dans le sens de Nike comme n'allait pas dans le sens de Adidas. Yes. Et quand à la fin des contrats, on allait voir ces sociétés, ils nous disaient non, on ne veut pas faire. Donc, il était obligé de rester chez Lacoste à des montants qui étaient réévalués, bien sûr, mais qui n'était pas un hold-up, ouais. Comme on a pu le faire avec un ou deux joueurs. Ça a été réévalué gentiment, mais ça manquait de concurrence. Et pour essayer, alors bon, c'est pas ne pas avoir essayé, parce que quand on va voir Nike, on dit, bah, attendez, vous avez une chance phénoménale, il va être numéro 1 mondial et vous allez le laisser passer, il est français, il y a Roland Garros, il va gagner Roland Garros, il va gagner Monte-Carlo, et vous allez le laisser passer, vous allez laisser Lacoste, c'est pas possible, quoi, je veux dire. Mais ils n'ont jamais... j'arrivais pas à les choper, quoi. J'arrivais pas à les choper. Quand tu nous as parlé de tous les joueurs dans l'épisode numéro 2, dans la deuxième partie, on a l'association que tu as envoyé 80-90% chez Lacoste. Est-ce que du coup, tu faisais quand même beaucoup jouer la concurrence, comme tu es en train de le dire, pour faire monter un peu les pour faire monter les sociétés au cocotier, j'étais obligé de faire marcher la concurrence. Okay. Lacoste me prenait les joueurs quand ils étaient jeunes. Nike aussi l'a fait, mais ils étaient beaucoup. Lacoste était une société française avec des joueurs français, et Nike était une société internationale, et ils devaient voir en fait tous les jeunes qui allaient arriver. Donc c'était pas pareil, quoi. Je veux dire. Moi, mon rôle c'était de les vendre. À chaque fois que Richard ou un joueur français arrivait, j'ai appelé à l'époque Nicolas Barthès qui était chez Nike, et je lui disais, écoute, regarde, celui-là, et tu vas encore le laisser passer, quoi. Je veux dire, t'es vraiment une brêle. Je veux dire, mais vous êtes fous, quoi. Vous allez laisser passer, vous voulez quoi? Vous voulez plus être dans le tennis? C'est fini. Et puis,
Ils me disaient oui sur certains joueurs, ils m'ont dit oui sur SQD, ils m'ont dit oui sur Federer, ils m'ont dit oui sur un certain nombre de joueurs, comme Adidas m'a dit oui sur Deep, où on a fait un bel hold-up, mais j'arrivais pas, pour Richard, j'arrivais pas parce que pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Est-ce que tu as un autre hold-up? Tu vas nous dire celui de De Deep. Deep? Ouais, Deep, oui. Deep, c'est un beau hold-up. Très sincèrement, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir parce que Deep, il était je crois, chez Lacoste à l'époque et je drague Adidas. Je sens que Adidas l'aime et je fais monter la mayonnaise. Je dis, bon, très sincèrement, vous l'aurez jamais, donc c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, à moins que vous m'écoutiez. Si vous m'écoutez, vous aurez une chance de l'avoir. Si vous ne m'écoutez pas, écoutez, il restera chez Lacoste et puis il fera une belle carrière. Et là, j'ai réussi à les faire monter, J'expliquais qu'Arnaud, avec son charisme, sa gueule, son bagou, son jeu racé, son physique, son talent, allait bien sûr être dans les 3 premiers joueurs mondiaux. Voilà, en plus, très sincèrement, je pensais qu'il allait faire je dirais au niveau tennistique, une meilleure carrière que ce qu'il a fait parce qu'il avait quand même quelque chose dans la raquette qui était assez lourd, en fait. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de talent, mais c'était solide, quoi. C'était fort. Et là, alors, je ne veux pas parler des montants, mais ils ont mis un très beau montant à la signature et un contrat en plus. Ça veut dire qu'on a fait vraiment un bel hold-up. Je me souviens avoir été très content de moi à l'époque et d'être allé voir Daniel pour lui dire, écoute, Daniel, je pense que tu vas être content. Et là, à la fin, il me dit, mais Régis, c'est un bon contrat, ça. Daniel, c'est un très bon contrat, quoi. Je veux dire, j'avais fait un truc, mais tu sais, c'est comme tu es en mer, ouais. Tu tires le thon, tu sais, tu le travailles, quoi. Je veux dire, tu vois, tu as 150 mètres de ligne, tu arrives et tu le chopes, tu le mets dans le bateau, quoi. Je veux dire, tu le mets dans le bateau, ça veut dire que tu as signé le contrat. Tu vois ce que, et là, j'ai Daniel qui me dit, mais le thon, il est beau ou pas? Il fait 120 kilos, c'est un thon de compétition, tu vois, donc on se marre, mais ça, c'était vraiment un super contrat. Et toujours aussi froid, Daniel, ou il s'est déridé? Non, il s'est déridé. Non, il s'est déridé. Après, il était... Non, après, non, c'est devenu un pote et on se marre. Et à chaque fois qu'on peut se voir, on passe des très bons moments ensemble. Voilà. C'est vraiment top confidentiel, le montant? Non, mais il y a prescription, mais c'était un bon montant. Mais je peux te dire 2 millions, 3 millions d'euros, je peux te dire 500 000. C'est tellement subjectif que c'est pas important, quoi. Je veux dire, c'était un montant qui sortait de l'ordinaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui, à un moment donné, était une belle tractation. Après, le montant, c'est pas important. Le coq sportif, à l'époque, tu les faisais jouer un peu aussi ou pas? Ils n'étaient pas au top. Ils étaient en fin de cycle. Ils avaient Yannick et je le voyais pas très motivé pour le tennis. Ils étaient plutôt dans les sports d'équipe. Et ils ont après Yannick, ils ont lâché. Ils ont toujours eu Yannick. Ils ont toujours gardé Yannick. Ils ont toujours exploité l'image de Yannick. Mais je les ai jamais vus véritablement agressifs comme ils peuvent l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont vraiment une nouvelle stratégie avec des moyens. Et t'en penses quoi? Je pense que c'est très bien pour le tennis. Je pense que c'est très bien d'avoir une visibilité sur les joueurs. Il faut juste bien choisir les joueurs et bien mettre l'argent pour que derrière, ça soit rentable. Si je suis aujourd'hui le coach sportif, je me dis qui prendre, quels sont la rentabilité, quels sont les retours sur investissement que je vais avoir. Et puis derrière, je continue ou je lâche. Mais d'être revenu dans les 4-5 équipementiers qui se partagent en fait l'industrie du sport, je trouve que le coach sportif a sa place. On a fait un épisode avec Julien Cassaigne qui représente Richard justement chez Lagardère, qui nous disait que c'était un très bon contrat entre Lecoq et Richard. Est-ce que tu connais bien Julien? Est-ce que c'est un pote à toi ou pas? Est-ce que tu connais sa manière de travailler? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Julien, moi j'adore, hein. C'est quelqu'un qui a énormément de bagou, qui a de la personnalité, qui, je pense, fait du bon boulot, qui avec toutes les connexions qu'il a eues, il doit aujourd'hui s'en sortir très bien. Bon, voilà, je crois qu'il a tous les atouts pour être un très bon agent. Maintenant, pour être un très bon agent, il faut avoir plusieurs joueurs, il faut avoir les meilleurs et il faut pouvoir arriver à se battre contre la concurrence pour pouvoir dire « je vais faire un meilleur boulot que les autres ». Et ça, c'est pas évident parce que quand on est seul, c'est difficile. Même s'il a un groupe autour de lui, c'est dur.
il n'a pas toutes les informations que nous, on pouvait avoir à l'époque chez IMG. Moi, quand je vendais à Richard Gasquet, je savais exactement qui touchait les mêmes jeunes dans le monde entier. Donc, j'avais cette référence. J'avais tous les réseaux. Quand je parlais à Nike, je parlais à quelqu'un à la société IMG qui connaissait les gens de Nike et qui pouvait parler de Richard Gasquet ou de X ou Y. Lui, il les a pas tout ça. Donc, il n'a pas toute cette connaissance, en fait, et tout cet historique et tous ces renseignements qui sont très importants pour un agent. Mais il fait du très bon boulot. Hein. Il est certainement très bon. J'ai failli même, parce que je voulais, quand j'ai arrêté un petit peu le métier d'agent, je voulais recruter un jeune qui puisse venir m'épauler. Et le premier à qui j'ai pensé, c'était Julien. Pourquoi c'est Julien, parce que en fait, Arnaud Lagardère voulait monter le même business que moi. Et Julien m'a dit, écoute, je préfère aller chez Lagardère. Et Fabien Paget qui a représenté Serena au niveau Europe à un moment donné, tu le connais aussi ou pas? Je connais, oui, je l'ai rencontré deux, trois fois, mais je suis pas capable de pouvoir le juger. Je peux pas en parler, je dirais de manière objective. Objective. La finale de l'Open GDF en 2010. Donc là, on a 3 anecdotes de tournois que tu aimerais nous raconter. On va commencer avec celle sur l'Open GDF de 2002, a priori la finale. On enchaînera avec la finale de l'Open 13 entre Rosset et Jacob Lasek. Et enfin, la wildcard à l'Open 13 donc de Marseille, à nouveau, pour Arnaud Clément, Seb Grosjean et un certain Roger Federer. Alors, on va commencer avec l'Open Gaz de France. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter là-dessus? Alors, l'Open Gaz de France, j'ai 2 anecdotes qui sont sympas. Une qui concerne Maria Sharapova. Ah oui, quand même. Qui venait disputer le tournoi. La première année, donc tout se passe bien, mais on était aux petits soins, bien entendu, pour elle, parce que c'était une vraie star pour Paris à l'époque, au mois de février. Je crois qu'elle est arrivée un jour voir Hélène Janssen, qui était la patronne du tournoi, la vraie patronne du tournoi, qui a géré tous les Open de manière totalement efficace, et lui a demandé Hélène, est-ce que je pourrais avoir 3 ou 4 bouteilles d'évian? Et là, Hélène lui dit, oui, bien sûr, mais tu n'en as pas besoin d'une, ça va. Non, mais tu sais, je me lave les cheveux avec de l'eau d'évian. Alors, avec du champagne? Non, pas de champagne, mais de l'eau d'évian. Donc, elle s'est dit, oh purée, il faut aller au détail près. Quand on reçoit des stars, c'est au détail près que ça joue. Donc, heureusement, on avait un partenaire qui était Evian, parce que si peut-être... c'est une anecdote qui est un peu banale, quoi, je veux dire. Ça me fait penser à Zeljko Franulovic, le directeur de Monte-Carlo. Dès que Agassi lui avait demandé d'affréter un hélico pour aller voir en un vol à Turin une figure religieuse, parce qu'a priori Agassi était... Ouais. Puis évidemment, il s'était plié. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des demandes un peu loufoques. Non, j'ai une deuxième, c'est en 2002. Ça fait partie en fait de l'histoire que je voulais raconter, qui était la finale de l'Open GDF Suez de 2002, où Elena Dokic se blesse en demi-finale, et j'apprends le dimanche matin par l'intermédiaire de mon docteur Gilles Daubinet qu'elle ne pourra pas disputer la finale. Il est 10h du matin, tout se passe bien. Je m'aperçois que la finale est à guichet fermé, donc il y a 3000 personnes qui sont à Coubertin, qui vont dans 3 heures arriver devant les portes. Je m'aperçois qu'il y avait un brunch du président de GDF Suez avec 350 personnes également, parce que c'était la grande communion. Le dimanche, c'était le président de GDF Suez invité un certain nombre de ses collègues, camarades et du monde du CAC 40 à venir voir la finale. Ouais. Et je m'aperçois à 10h du matin que j'ai pas de finale. Donc, je prends peur. Je suis dans le bois à côté de la maison. Il fait 2 degrés. Et là, je suis dévasté. Il va falloir réagir vite. Donc, j'appelle bien sûr Hélène Janssen pour lui dire, est-ce que tu n'as pas des idées? J'appelle Patrick Croisy, qui à l'époque était le patron du bureau, pour lui dire, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, je m'aperçois que il va falloir réagir. Elle peut pas jouer. Ça veut dire que Amélie Mauresmo, qui avait perdu en demi-finale, ne peut pas faire la même demi-finale en finale, donc ça n'a aucun sens. Donc il va falloir être créatif. Et là, je regarde qu'est-ce que je peux organiser. Je sais que McCormack est venu à Paris, il est au Crillon, il est venu avec Monica Seles. Donc Monica Seles est à Paris, donc pourquoi pas effectivement la faire jouer une exhibition.
Je sais pas ce qu'elle faisait à Paris. Elle avait des rendez-vous à Paris et McCormack est venu cette année-là parce qu'ils étaient très proches. Avec voilà, et elle était à Paris. Elle a passé la semaine sur le tournoi avec lui et c'était un super clin d'œil. Donc qu'est-ce que je fais? Je demande à Patrick où c'est que je peux joindre McCormack pour qu'il puisse contacter Céleste. J'appelle le Crayon. Marc, je suis vraiment désolé de t'appeler là aujourd'hui, mais j'ai besoin de Monica Céleste. Est-ce qu'elle peut pas jouer une exhibition? Et Marc me dit, écoute, Régis, je suis désolé, mais elle est déjà dans l'avion, elle est déjà à Roissy. Mais est-ce que tu veux que je l'appelle? Parce qu'elle était elle était dans le taxi pour aller jusqu'à Roissy. Pourquoi elle n'avait pas participé au tournoi? Je sais pas pourquoi elle n'avait pas participé au tournoi. Je sais pas. Je peux pas te dire, je m'en rappelle plus. Trop cher, Monica? Ouais, peut-être, ou un truc, je sais pas. Il s'est passé quelque chose là, je sais pas pourquoi elle était à Paris. Mais ce qui est marrant, c'est que Marc me dit, ok, je l'appelle, Régis, t'inquiète, mais je lui propose combien? Et là, j'ai dit, mais Marc, is your money? Marc, I prefer you, Combien Oui, Marc, si tu veux faire plaisir, hein, moi, j'ai pas d'argent, bien entendu, mais si jamais tu veux lui faire plaisir, c'est ton argent, donc donne-lui. Et là, il était hyper embêté parce que je lui ai fait à l'envers et c'est lui maintenant qui devait mettre l'argent. J'ai dit, j'ai pas d'argent, en fait, parce que tu m'as demandé de faire une certaine rentabilité dans le tournoi, donc malheureusement, j'ai pas d'argent. Il dit, bon, écoute, je vais l'appeler, et puis il m'a rappelé pour me dire, écoute, désolé, mais malheureusement, elle peut pas jouer. Elle peut pas jouer, ouais. Donc, je me retrouve avec rien du tout. Je me retrouve uniquement avec Venus Williams, qui devait jouer la finale et qui allait remporter la finale sans la jouer, avec 100 matchs. Devant 3000 personnes qui vont être là et j'ai rien à proposer. Donc là, je bouge un peu mon cul et je sais que Yannick est à Paris, donc j'appelle Yann. J'espère juste qu'il dort pas, qu'il a pas fait la fête la veille. Yann, je suis dans la merde, il faut que tu m'aides, viens, prends ta raquette, tu fais un double avec, je lui explique la situation, tu fais un double avec Vénus, tu vas te régaler, je vais essayer demain. Et puis il me dit, Reg, t'inquiète, j'arrive. Je serai à quelle heure est la finale? Il me dit, je lui ai dit, je suis à 2 heures. Je suis à 1 heure, prépare-moi à bouffer et à 2 heures, je serai sur le court. Incroyable. Bon, j'ai déjà Vénus, j'ai déjà Yannick. Et là, il me faut 2 joueurs de plus pour pouvoir faire un double sympa. Donc, je me dis, je vais appeler Amélie Mauresmo. J'appelle le Mercure à côté et on me dit, désolé, monsieur Brunet, mais on ne peut pas la déranger. Et là, j'ai dit, attendez. Et non seulement, vous allez la déranger, mais vous allez vite pas la passer parce que là, je suis mal, je suis très mal, ok? Il dit, je suis désolé, monsieur Brunet, mais on ne peut pas la déranger. Bon, grand moment de solitude. Je suis toujours dans le bois avec mon clébard. T'as quoi comme chien? Un labrador de compétition, Pétrus. Je suis avec Pétrus et je regarde Pétrus qui me dit qu'il compatit, et qui me dit, mais pourquoi tu laisserais pas un mousse sous la chambre d'Amélie? Donc, je rappelle la réception et j'ai dit, écoutez, vous êtes gentil. Vous mettez un mot sous la chambre et puis vous lui demandez de me rappeler en urgence parce que c'est vraiment impératif. Donc, ils mettent ce qu'il faut. Amélie me rappelle un quart d'heure, 20 minutes après, ce qui est très long. OK? Et je lui explique la situation. Elle me dit, Reg, pas de problème, adorable, pas de problème, bien sûr, je ne vais pas te planter maintenant. Je serai à Coubertin. Et là, je dis, bon, ok, ça, j'en ai 3. Il m'en faut un 4e. Et 4e, j'ai dit, pour avoir quelque chose de sympa, amusant, un peu décalé, il me faut Mansour Barami. J'appelle Mansour, j'ai dit, Mansour, t'es à Paris, hein? Il fait, non, Mansour, je suis pas à Paris, je suis à Metz. J'ai dit, écoute, prends la voiture, je t'attends à Coubertin. J'ai dit, quoi? Je suis à Metz, je peux pas venir. J'ai dit, oui, tu peux venir. Je regarde, il est 10 heures. Tu mets 3 heures pour venir, tu arrives à 1 heure, 1 heure et demie, à 2 heures, je te fais jouer avec Mauresmo contre Yannick et Vénus. Tu es obligé de venir, je suis dans la merde, Mansour. OK? Mansour me dit, ok, donc je passe à la chambre, je vais dire au revoir à mes amis. Non, tu vas dire au revoir à personne. OK? Tu prends ta bagnole, tu viens. C'est un bon pote à toi, Mansour? Oui, très bon pote. Et donc, je me retrouve en train d'aller, bien sûr, à Coubertin. Je vois Hélène qui est dans tous ses états. Je lui dis, écoute, Hélène, on a une bonne nouvelle. Vous savez, on a notre match. Et là, on va pouvoir ouvrir les portes. Donc, je préviens la télévision, bien sûr, qu'il n'y aura pas la finale, mais il va y avoir un match exhibition.
Et je vais au brunch du président qui me disent mais on vous attendait pour déjeuner où vous étiez. Je fais oui, écoutez, j'ai perdu 5 kilos. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et il fait ah bon? Je fais bah oui, on n'aura pas de finale. Ah bon? On n'aura pas de finale? Je fais oui, président. Je suis vraiment désolé, mais Dokic est blessé et pourra pas jouer la finale. Et mais alors c'est quoi la bonne? Je dis bah écoutez, on a organisé à la va-vite un double. Il y aura Yannick Noah avec Venus Williams contre Mansour Bahrami et Amélie Mauresmo. Bon, il est à la fois effondré et à la fois hyper content qu'on ait pu, je dirais, intervenir aussi rapidement. Et le match, je te raconte pas, c'était un match super. Les Mansour et Yannick ont été fabuleux. Amélie et Vénus ont joué le jeu. C'était plein. On a fait les meilleures audiences sur Paris Première. Notre partenaire principal qui a soutenu le tennis féminin depuis 20 ans a pu encore être satisfait de notre édition 2002. Mais ce que je voulais dire par là, et j'ai déjà raconté, mais c'est qu'on a eu énormément de chance de pouvoir avoir des amis fidèles qui ont pu réagir aussi vite et je tiens encore à remercier Yannick et Mansour qui ont été fabuleux parce que il fallait faire preuve à la fois de promptitude, de générosité et puis c'est Pétrus. Il est encore là, d'accord. Oui, c'est pas, non, c'est pas, mais c'est le même que Pétrus, mais il est là et il était d'accord avec mon histoire. Donc c'est pour ça que je l'ai fait intervenir à la fin pour qu'il puisse aboyer un petit peu. Voilà. Voilà l'histoire. C'est magique. Entre Céleste, McCormack, Easy Your Money et ta balade avec Pétrus dans le bois de Boulogne en gérant à distance. Ouais. Ça a été King Ray. Voilà. Et sans manquer de respect, évidemment, au tennis féminin. Venus Dokic versus un double de légende avec ceux que tu as réussi à rameuter. Enfin, c'est ultra solide. Enfin, moi, dans le public, j'aurais 1000 fois préféré voir le double de légende. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Je pouvais pas le dire, mais j'étais très content. Ouais. Je pouvais pas le dire, bien entendu, parce que mais c'est vrai qu'à l'époque, Yannick, Mansour, Vénus et Mauresmo, à la rigueur, c'était fabuleux, c'était génial. Et Vénus a tout de suite accepté en disant pas de problème, je joue quand même, je fais le. Oui, Vénus a accepté, Amélie a été géniale, a été super. Je veux dire, comment dire, tu leur proposais une compensation financière ou c'était pure Non. Je leur ai pas proposé ça et elles me l'auraient pas proposé. Je leur ai juste fait un beau cadeau parce qu'elles le méritaient largement, à la fois à Yannick et à la fois avec Mansour, parce que j'estimais que c'est la moindre des choses. Mais voilà. Et toi, ton rôle au sein du tournoi, c'était lequel? Et en quoi tu rapportais enfin, comment tu gagnais ta vie en organisant Alors mon rôle, moi, c'était un rôle avant tout, comment dire, défendre les intérêts d'un tournoi, c'est défendre les intérêts auprès de la WTA, essayer de garder la date, bien entendu, essayer de garder et surtout de rendre content le partenaire principal, qui était GDF Suez, et derrière de déléguer au sein de mon groupe les meilleures compétences. À la fois de télévision pour que mon partenaire puisse être heureux, de pouvoir déléguer l'organisation à quelqu'un comme Hélène Janssen qui faisait de A à Z toute l'organisation et qui était ultra performante, et de pouvoir après mettre les personnes à la bonne place pour que le tournoi puisse se disputer dans les meilleures conditions. Okay. À partir des qualifications jusqu'à la fin du tournoi. À la fin du tournoi, on n'avait eu aucune erreur, j'estimais que mon rôle avait été bien fait. Si à un moment donné, il y avait quelque chose qui déconnait, c'était effectivement ma faute, mais je l'assumais totalement. Si tu veux, c'est un tournoi assez facile quand il y a les bonnes personnes. Comme dans une société, hein, c'est pareil, mais un événement, c'est quelque chose de très sensible. Il faut pas avoir, à un moment donné, un grain de sable. Il faut que tous tes partenaires puissent se dire, on a fait une belle édition, on revient l'année prochaine. Ça, c'était mon rôle. Parce que financièrement, il fallait tenir la route. Moi, au sein de mon groupe, je devais avoir un seuil de rentabilité qui était X. Si aujourd'hui, il était Y, le tournoi, il pouvait partir de Paris et aller à Saint-Pétersbourg. OK ? Parce que la rentabilité à Saint-Pétersbourg était plus importante qu'à Paris. Donc, c'est pour ça que je me battais, moi, au niveau de mon budget, pour que mon budget puisse tenir la route. Et par exemple, les droits télé avec Paris Première, c'est toi qui les négociais? Non, alors il y avait des droits locaux, qui étaient les droits français, que nous, on négociait au niveau de la France, et puis les droits internationaux étaient gérés par la WTA, qui nous donnait une compensation financière pour pouvoir diffuser le tournoi dans le monde entier. Alors, du coup, on peut enchaîner sur l'Open 13 à Marseille. Ce tournoi, l'Open 13, on l'a créé.
déjà, on a fait des exhibitions avant Roland-Garros, qui était le trophée Alcatel, et j'y reviendrai après, pour pouvoir laisser à nos clients de chez IMG la possibilité de jouer des matchs dans des conditions de tournoi et bien s'acclimater à la terre battue. Pour ça, on a organisé un certain nombre d'exhibitions, à la fois à Marseille, comme à la fois à Nîmes, comme à la fois à Rouen. On y reviendra tout à l'heure. Et L'Open 13, tu l'as créé avec Kojol à l'époque? voilà. Alors, nous, on avait une date au sein de notre sur le circuit ATP et on a estimé que, vu le succès de l'exhibition qu'on avait créée à Marseille, il y avait le potentiel économique pour organiser un tournoi ATP dans la ville de Marseille. Ok, on a réussi, Patrick a réussi à avoir une date du groupe, parce qu'on était, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un groupe comme le nôtre pouvait avoir au maximum 4 dates sur le circuit ATP et 4 dates sur le circuit WTA. Donc, elles étaient pas nombreuses. Donc, il fallait bien utiliser ces dates pour qu'elles puissent être rentables et qu'on puisse les organiser dans le secteur où l'on voulait. Donc, Patrick. Donc, 4 et 4, quoi, c'est en termes de budget, parce que ça coûte un œil d'avoir une date déjà. Non, parce que c'était la loi et que les deux différents circuits, l'ATP et la WTA, ne voulaient pas de groupes trop importants au niveau de leur business pour leur prendre effectivement leur business à eux, quoi. Ils ont fait des restrictions qui étaient comme ça. Et Patrick pourrait en parler certainement beaucoup mieux que moi, mais on a pris une date et on l'a amené à Marseille. Pour organiser ce tournoi, on a pris Jean-François Cojol, qui était de la ville et qui connaissait bien tout le système économique, pour pouvoir faire un partenariat avec lui et mettre en place cette date pour l'organisation d'un tournoi ATP, et qui a commencé comme ça pour de nombreuses années, parce qu'il est toujours en activité. Et à l'époque, on a vendu la date à Jean-François parce que on ne pouvait plus, on avait la possibilité de racheter un tournoi plus important sur le circuit qui était rentable plus facilement que l'était Marseille. Donc, on a racheté Miami, il a fallu en laisser un. Donc, et on l'a laissé et on a vendu Marseille à Jean-François Cojol, qui a racheté nos parts. Je vous encourage, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Jean-François. Oui, ça peut-être. Oui. Non seulement on a fait un premier épisode, et on a fait un hors-série dédié à l'édition 2021 de l'Open 13, où il donne pléthore de chiffres. Il est 0 langue de bois, c'est un bonheur. Ouais. Non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il est très bon. Et lui a des anecdotes qui sont encore très, très juteuses, je dirais. Et en plus, je pense qu'il a pas tout dit. Oui, bah c'est sûr. Donc voilà. Donc, alors, on se met à organiser le tournoi à Marseille. Et là, les ennuis commencent, parce que le tournoi à Marseille, c'est pas facile à organiser. Donc, le tournoi, il tient la route, il n'y a pas de problème. Ah, tu voulais nous parler de Rosset et Jacob Lasek. Ah oui, donc je vais parler effectivement de Rosset et Jacob Lasek. C'est une anecdote qui est marrante, qu'il faut prendre au deuxième degré. Je vais vous raconter ça, c'est assez marrant, mais voilà. Donc, à l'époque, je gère les intérêts de Marc Rosset, et en faisant le programme de Marc, avec son coach Stéphane Oberer, qui est un de mes très bons amis, on regarde, et puis je leur dis, écoutez, Marseille, c'est vraiment un tournoi qui est fait pour Marco, quoi, parce que Marco, il va adorer Marseille, c'est un peu sa came, quoi. C'est sa came, c'est l'OM, c'est une ville qui boue, donc je pense que Marco, il va aimer ça. Il me dit, mais pourquoi c'est un tournoi IMG, donc Stéphane, c'est bien, je vais t'avoir une chambre gratuite pour toi, je vais bien s'occuper de vous. Et puis, très sincèrement, à Marseille, j'ai les clés, quoi. Je veux dire, je suis de Marseille, très sincèrement, on va se la kiffer grave, quoi. Je veux dire, puis je maîtrise, quoi. Je maîtrise. Marc vient jouer, il vient jouer une première année, il vient jouer une deuxième année, et à l'heure de la deuxième année, se trouve que Marc joue vachement bien là-bas. Ça m'étonne pas, parce que c'était sur un rapide, il avait un grand service, et il joue contre Jacob Lasek en finale. Ouais. Et Jacob Lasek, c'était un peu le numéro 1 suisse, quoi. Et Marc, c'était le petit jeune qui arrivait et qui allait botter le cul à Lasek. Il y avait Georges Degnaud qui était là? Oui, certainement. Et moi, je me souviens, je vois Stéphane qui passe une semaine formidable à Marseille. Je lui fais avoir tout ce qu'il veut. Et la finale se déroule. Et à un moment donné, point très important. Ça veut dire que c'est une balle de break contre Lasek, sachant que si jamais il perd son service, derrière, il se fait catapulter. Et première balle out. Et deuxième balle, faute de pied.
Marc Rosset, 5-4, deuxième set. Attends. Tu viens de dire que c'était pour breaker Rosset. Non, pour breaker Lasek. Lasek, d'accord, ok. 5-4, donc là, il sert pour le match. Donc, faute de pied sur le deuxième service de Jacob Lasek à Marseille. Et là, je me retourne vers Stéphane, je lui fais je peux pas faire plus. Et là, il me regarde, il me fait t'as pas fait ça? Je dis rien. Gagne le match, et je vois Stéphane après. Bon, c'est bien, il a gagné, c'est une bonne finale. Je dis mais Reg, qu'est-ce qui s'est passé sur la faute de pied? Je fais tu sais, à un moment donné, faut appeler un chat un chat. Juge de ligne, je le connais. Oh putain, tu as. Voilà. Tu nous l'as dit en intro qu'il fallait prendre au second degré. Alors moi, maintenant, j'ai une question pour toi. Ah, très bien. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu y crois? Vu ton introduction, non. Je ne crois pas. Mais tu as joué le jeu à fond. Moi, je vais te dire, j'ai mal raconté parce que j'aurais pas dû te dire il faut le prendre au deuxième degré. Ouais. Si j'avais été bon, je t'aurais dit rien du tout. Et puis, oui, voilà. Mais non, t'as bien fait de le dire parce que franchement, j'aurais plongé les yeux fermés. Ouais. Je me suis permis, si tu veux, non, mais c'était véritablement de l'humour, bien entendu. Tu as compris. Je n'ai pas allé voir le juge de ligne pour qu'il se faute de pied. Bon, à Marseille, tout est possible. Excusez-moi. Mais ouais, c'est exactement ce que je voulais te dire. C'était à Marseille, tout est possible, mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Mais j'ai utilisé cette situation pour expliquer à mon camarade Stéphane qu'à un moment donné, l'agent, il peut surprendre. Quand tu vois la série Netflix sur Marseille, qui est un remake de Baron Noir, mais à la sauce marseillaise. Ouais, mais c'est magnifique. Tu te dis que le juge de ligne corrompu, c'est du pipi de chat à côté, quoi. Tu vois. Voilà, exactement. Donc tu as compris. En fait, bon, c'était une trace d'humour avec mon copain Stéphane Aubérer. Et à chaque fois, on en reparle parce que Stéphane, c'est en Suisse, c'est vachement carré. Il vient à Marseille, et puis je lui fais à l'envers. Ça m'a fait marrer et on en parle encore. Mais voir sa tête, Max, quand il me revient, t'as pas fait ça. Et c'était un pur bonheur. Et à quel moment tu lui as dit que c'était une blague? Après le match, mais d'abord, je l'ai laissé quand même ruminer un peu pour qu'il puisse dire putain, Marco, moi, je ne l'ai pas dit à Marc, ni à Jacob, bien entendu, mais c'était une histoire entre Stéphane Aubérer et moi, mais j'ai adoré cette histoire parce que la tête de mon pote Aubérer me regardant, c'était un truc fabuleux. J'ai adoré ça. Il n'a pas fait ça. Et du coup, le petit jeune Marc qui bat le vieux briscard Jacob Lasek, il y avait eu, je sais pas, tu avais ressenti une sorte de passation un peu de pouvoir ou... Oui, parce que Jacob était sur la fin et que Marc arrivait. Et puis Marc, il avait ce nouveau tennis qui était grand coup droit, grand service. Donc, quand on a grand tournoi, grand coup droit, grand service, on peut faire une belle carrière. Je veux dire, il servait le plomb. Et derrière, il tournait le coup droit, c'était une gifle. Alors que Jacob, il était à l'ancienne mode, quoi. Je veux dire, c'était le beau revers chippé, c'était le coup droit qu'il fallait, le bon service, mais il n'y avait pas de points et de force qu'avait Marc. Bon, toujours à Marseille, tu voulais nous parler des 3 wildcards pour Clément Grosjean derrière. Ce métier, on arrive à jongler des fois, mais des fois, on se fait rattraper par la patrouille. Ok. D'accord. Donc, je me retrouve sur une année, 4 wildcards, totalement indispensables pour 3 places. Ok. Donc, il y en a une pour Jean-François Coujol qui fait ce qu'il veut, qu'il a déjà promis à X. Et moi, j'en ai 3 pour 2 places. Dans les 3, Patrick me laisse le choix de prendre la décision. J'ai compris pourquoi maintenant. Mais je suis vraiment dans la merde. J'en ai une que j'ai promis à Federer, qui à l'époque est en train de percer grave. C'est le moment où tu le représentes ? Ouais, c'est le moment où je le représente, je veux lui faire plaisir. Je sens quand même malgré tout qu'il y avait du gros potentiel. Et puis j'en ai 2 pour les 2 locaux qui sont Sébastien Grosjean et Arnaud Clément. D'accord ? Donc je me retrouve complètement dans la merde et je choisis d'en donner une à Arnaud Clément qui avait un meilleur classement ATP et ce pauvre Sébastien Grosjean qui est lui le plus marseillais de tous reste sur le quai de la gare. Et donc qualif ? Donc bien sûr, il ne veut pas jouer les qualifs, ce que je comprends totalement. Je vais le voir, je lui dis, écoute Seb, je suis complètement dans la merde, voilà, écoute, je suis au fond du trou, j'ai des décisions à prendre, en plus c'est moi qui les prends, je ne peux même pas dire que c'est à cause d'un tel, c'est moi, je suis fautif. Et redis-moi, pourquoi Arnaud plutôt que Seb ?
Oh, il devait avoir un meilleur classement ou c'était quelque chose comme, je sais pas, mais il y avait une évidence, c'est que Clément devait passer devant Seb. Ok. Je crois que c'était l'époque où Clément a fait finale. Non, parce que s'il avait fait finale de l'Australie, il aurait eu de toute façon, il était dans le tableau final. Et que comme il avait battu Seb en demi, enfin bon, un truc comme ça, mais c'était une évidence que Clément devait passer. Par contre, Kojol m'a pas aidé parce que la troisième wildcard, il avait pris pour X ou Y, et puis moi, je me retrouvais dans la merde avec Seb. Donc, je vais voir Seb, qui le prend bien sûr très mal. Je lui explique, il comprend pas. Son beau-père à l'époque est le conseiller sportif de Gaston, pas de Gaston Defer, de Vigouroux. Enfin bon, il a un poste, c'est le responsable des sports de la mairie de Marseille. J'en prends encore plein la gueule. J'essaye de raccrocher les morceaux. Seb ne vient pas bien sûr au tournoi. Je le vis mal moi personnellement parce que c'était pas bien. Mais j'étais confronté à une situation où malheureusement j'ai pas pu gérer. Donc je le vois après, je m'excuse encore une fois, je dis à Seb, écoute, je vais te faire un beau cadeau. Je lui dis, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais compenser le fait que tu n'as pas eu la wildcard pour te filer ça. À l'époque, c'était, je me rappelle plus très bien, mais c'était quand même un beau cadeau. La seule condition que j'aimerais, c'est putain, oublie-moi, oublie ce que j'ai fait. Le beau cadeau, c'est quoi? C'est du matériel ou c'est du financier? Non, c'est du financier. C'est du financier. Et je me rappelle lui avoir dit, mais putain, on remet les compteurs à zéro, Seb, putain, je le vis mal. Il me fait, non, arrête, ouais, ça me fait chier. Non, merci pour le truc, d'accord, mais putain, ça me fait chier. Non, on met le compteur à zéro, mais bon. Bon, il se trouve que je suis en fin de contrat l'année d'après avec Seb, et Seb me dit, écoute, putain, tu m'as fait un truc, je pourrais jamais l'oublier. Wow. Je te lâche. Je dis, mais Seb, on a mis les compteurs à zéro. Non, mais c'est plus fort que moi, c'est un truc, sa femme avait dû également intervenir, son beau-père également. Tu peux pas rester avec un agent qui t'a traité comme ça. Ils oublient rapidement les compensations. Et puis, je me retrouvais le cul par terre. J'ai perdu Seb et j'ai perdu également après Roger parce que pour les raisons que tu connais. Mais putain, j'ai pas fait une belle opération avec les wildcards. Donc, ça veut dire une chose, que des fois, on se retrouve vraiment dans la merde. J'ai eu à gérer cette merde, mais qui m'a plombé parce que c'était vraiment une situation qui n'était pas facile, sachant que même Federer, qui jouait l'enfer, je crois qu'il avait très très bien joué. Je crois qu'il avait battu Moya cette année-là, qui était numéro 1 mondial, alors que lui, c'était le petit jeune qui était arrivé même pas à rentrer dans le tableau final. Donc Roger était dans une phase, mais qui était supersonique, quoi. Je veux dire, il était obligé d'avoir une wildcard. C'était le petit jeune qui fonçait à Clem. C'était l'enfant également de Marseille, d'Aix, qui était là et qui avait certainement des occasions pour valoir plus la wildcard que Sébastien. Et je pense que Kojol a dû t'en parler de celle-là. Même pas, non. Oh putain, merde. Putain, chaque fois pour me faire la misère, il m'en parle. Putain. Il faut que tu le... Ouais, mais putain, bravo pour tes wildcards. Et à cause de toi, on a perdu Seb. Enfin, bon. Mais c'était une histoire qui m'a vraiment peiné parce que vraiment, j'étais obligé de choisir sur quelque chose où j'étais vraiment dans la merde, quoi. Voilà. Un compatriote marseillais à toi, ça doit d'autant plus jouer. Ah non, mais c'était franchement, hein, et je me mets à sa place. Très sincèrement, je fais pareil que lui. Hein. Et le problème de base, c'est d'avoir 4 wildcards pour 3 joueurs. Je comprends pas pourquoi. Non, en fait, il y avait 3 wildcards pour 4 joueurs. Ah oui, pardon, c'est vrai. Et Kojol avait déjà donné sa wildcard à quelqu'un. Oui, mais Kojol, il avait sa wildcard. C'était nos accords à nous. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir uniquement 3 wildcards et on n'en parle plus et Non, parce que Kojol avait donné sa wildcard et il a resté que 2 pour 3 places. Moi, mes 3 choix, c'était Grosjean, Clément et Federer. Et lui, son choix, c'était, je me rappelle plus qui c'était, mais c'était un bon joueur. Et c'est lui qui t'a mis dedans finalement. Merci. J'ai toujours expliqué, tu m'as planté. À cause de toi, j'ai perdu tout ça. Et lui m'a dit, t'as vraiment géré ça comme une merde. Et j'ai dit, toi, tu m'as trucidé. J'ai perdu un client. J'ai perdu 2 clients. Federer parce que j'ai trop bien travaillé et Grosjean parce que j'ai pas donné la wildcard. Bon, je renverrai du coup sur l'épisode numéro 1 pour comprendre Roger plus en détail. Jean-François est un pote à toi ou c'est chaud? Oui, je suis le parrain de sa fille. On parle comme on parle là, mais on s'est pas toujours bien entendu parce que putain, des fois, il me fait chier, quoi. Voilà. Et là, il m'avait puni, mais grave. Et il mène bien sa barre quand même sur les droits de Rotterdam aussi, je crois, de Buenos Aires. Je sais pas, mais il est très bon. Il est en place, hein. Ouais, il est très bon, il n'y a rien à dire. Il sait bien naviguer, c'est un grand navigateur.
Et solitaire, mais très fort. Quand on fait le hors-série 2 semaines avant l'Open 13 pour parler du tournoi, je lui dis tu dois être dans le jus, c'est sympa de nous accorder un peu de temps. Il me fait pas du tout, là je suis au bord de la plage, il y a ma femme qui bronze à poil à côté. Je peux te dire qu'on a organisé des exhibitions, j'en parlerai après, mais où il est même pas venu à la remise des prix. J'ai dit mais t'es où? Je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis en train de lire. J'ai dit mais putain, viens. Non. Quand ça l'arrangeait, il venait. Quand ça l'arrangeait pas, il venait pas. Non, je te jure. Ah ouais, non, mais c'est un phénomène, Cajot. Grand phénomène. Excellent. Cajot. Ouais. Non, mais justement, il y a ces exhibs dont tu nous as parlé, et Oui. Il y a un point aussi que j'aimerais aborder, c'est que tu parlais du contrat le plus créatif. Oui, ça, c'est un contrat le plus créatif. Alors, effectivement, j'ai fait un jour un contrat qui mérite d'être compté. Pourquoi? Parce que j'ai affaire à une société de cordage et de raquettes qui commence par T et qui finit par F. Et j'ai un client qui, à l'époque, est un client de Marseille, la lettre commence par S, finit par G, prénom S et nom G. Et un jour, j'ai cette société qui vient me voir et qui me dit « Régis, on a besoin de promouvoir notre raquette. C'est pas possible. Essaye de nous faire signer des joueurs parce que on s'en sort pas, quoi. On a besoin de joueurs pour crédibiliser la raquette. » Ok, je comprends. J'ai peut-être une idée pour vous. J'en parle à mon joueur et mon joueur me dit écoute, Reg, putain, moi, très sincèrement, ça me dit rien du tout. Je sais pas s'ils ont des bonnes raquettes et tout ça. Je veux bien essayer de... C'est Arnaud ou Seb? Oui. Bah oui, SG, pardon. Je te remercie pour... Ouais, c'est pour l'intervention utile. Mais oui, c'est pour ton intervention. Je te remercie pour ton intervention. C'est l'époque de l'Open d'Australie où elle se désagrégeait à moitié, là. Alors là, je n'irai pas jusque-là parce que c'est devenu une très très bonne raquette. Mais moi, en tout cas, je dois trouver un joueur. J'en parle donc à ce joueur et il me dit écoute, franchement, j'ai pas envie, quoi. Je veux dire, je suis bien avec ma raquette. Je dis, attends, tu peux la mettre au toit. Et puis je pense que être numéro 1 dans une société comme ça vaut le coup d'essayer. Et je lui parle un peu d'argent. Il me fait, écoute, l'argent, je m'en fous. Par contre, j'ai un truc qui me tient à cœur. Je fais, qu'est-ce qui te tient à cœur? Écoute, j'aimerais m'acheter une Porsche. Quoi? J'aimerais t'acheter une Porsche, mais je peux pas. Comment tu peux pas t'acheter une Porsche? Tu as du pognon, achète-toi une Porsche. Non. Je peux pas acheter une Porsche, je peux pas t'en dire plus, mais je peux pas acheter une Porsche. Je dis, mais tu comprends, ma femme est pas d'accord. Je dis, putain, ça, t'as pas de cul, hein, parce que, putain, si tu gagnes du pognon, tu peux pas le dépenser pour avoir une Porsche. Ouais. C'est dommage pour toi, quoi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais pas demander à la société d'acheter une Porsche. Donc, non, je comprends, laisse tomber. Bon, écoute, laisse-moi quand même, je vais leur en parler. Je vais voir les dirigeants qui sont des bons amis à moi et je leur dis, écoutez, moi j'ai une idée. Au lieu de lui donner de l'argent, vous louez une Porsche à l'année et quand il vient en France, il utilise la Porsche. Et voilà. Et ça s'est fait. Ça a pas été un contrat à long terme comme tu peux imaginer parce que la raquette, elle était pas au point et qu'il pouvait pas jouer avec. Donc on a arrêté le contrat. Mais à l'époque, c'était marrant de faire un contrat comme ça. Alors j'ai pas demandé à Seb la commission que je pouvais prendre sur la Porsche, mais j'ai jamais vu la Porsche. Ah, t'as été bon hein, sur ce coup-là. Hein. Et des fois, tu sais, il faut être créatif. Ça. Et plus tu m'en parles, et plus je me dis, putain, mais on est con, on devrait en faire un livre. On me l'a demandé, ouais. On me l'a demandé. Après, je pense que on le fait, le livre, hein, le bouquin. Hein, on le fait ensemble. Hein. J'ai l'impression qu'on dit quasiment tout, mais il y aurait moyen de faire 30 chapitres avec tellement de contenu, de matière. Moi, tu vois, j'ai pas l'expérience pour écrire un livre, mais c'est sûr que ça se vendrait, c'est certain. Ouais. Dis-moi un truc. T'as jamais été apprécié par une maison d'édition? Non. Non, tu sais, en fait, ce qui s'est passé, je vais te le dire, c'est que dans toute ma carrière, pour ça que j'ai tenu, c'est que j'ai jamais raconté quoi que ce soit, une tombe. Et j'avais pour objectif de jamais raconter la moindre histoire parce que je voulais pas que ça soit mal interprété et puis je voulais pas qu'on parle de moi aussi. Tu sais, c'est le rôle d'agent, c'est vivons heureux, vivons cachés. Ouais. Au plus on parle de toi et au plus tu es jalousé et au plus tu es en difficulté. Et moi, j'ai toujours fermé ma gueule à un niveau qui était même à la rigueur malade. Oui, non, c'est vrai. Et t'es le premier à qui je le balance tout ça. Je n'ai jamais raconté la moindre chose. Incroyable. Et pourquoi nous? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi tout ça? Comment te dire? T'as envie de partager, quoi. T'as pas envie de l'emmener dans la tombe? Non, mais j'ai envie de laisser quelque chose, si tu veux, à mes enfants qui se marrent en écoutant ça. Parce que même ma femme, elle n'est pas au courant de tout ça. Elle n'est pas au courant. Mes enfants sont pas au courant. Ah ouais, ta femme, tu partageais pas tes... Non, rien. Tu vois, toutes les anecdotes que je te cite,
personne n'est au courant. Donc, et je voulais pas ça. Et je te dis, je voulais à un moment donné partager des choses pour qu'il reste quelque chose pour mes mômes et puis pour mes amis. Tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, et on en parlera après, mais tu vois, j'aimerais faire plus parce que j'ai tellement gardé que j'aimerais un peu exploser à la fois dans tes podcasts, comme éventuellement après, tu vois, si tu peux me poser la question, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Je dirais, écoute, j'aimerais bien faire un peu de la chronique parce qu'aujourd'hui, je peux dire les choses comme je les ressens. J'ai plus un élastique dans le dos qui m'empêchait, si tu veux, de dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je peux te parler de l'évolution du tennis, je peux parler de ce que j'en pense, je peux parler du football, je peux parler de plein de choses sans avoir peur du béni oui qui dit rien parce qu'il a peur que c'est du futur, quoi. Tu vois, je veux dire, parce qu'il y en a énormément dans le tennis qui n'ont jamais dit quoi que ce soit parce qu'ils voulaient être intimement présentables et pas qu'on leur reproche quelque chose. Il y a sans langue de bois, quoi. Et c'est parce que tu as la sensation qu'il y a prescription et que tu n'es plus dans le milieu, c'est quoi? Voilà. J'ai plus rien à foutre. J'ai plus rien à foutre du milieu. J'attends rien du milieu. Je suis bien comme ça. J'ai des idées, par contre, qui me viennent encore à l'esprit, qui sont je pense, des bonnes idées que j'aimerais partager, que j'aimerais dire à un moment donné, plutôt que de pas les dire. Mais aussi, je fais très attention à avoir la légitimité pour les dire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Car j'ai aucune légitimité dans le tennis. J'ai été un bon à rien. J'ai été agent, ok, mais grâce à des joueurs. Donc, je veux pas trop en faire non plus parce qu'on va dire, attends, de quoi il parle, tu vois. Donc, j'ai un peu le respect pour ça aussi. Si tu étais encore actionnaire chez IMG France, tu partagerais pas tout ça, quoi. Non, je partagerai pas. Par contre, aujourd'hui, de dire comment tu vois l'évolution du tennis, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour ça m'intéresse de discuter. Mais tu vois, j'aurais aujourd'hui un rôle consultatif à la fédération de tennis pour dire, bon, bah, tiens, tu participes à 3 réunions, qu'est-ce que tu en penses? Ça m'intéresse. Ouais. Chroniqueur, tiens, avec, je te dis n'importe quoi, attention, hein, si les blocs, tu me le dis aussi. Avec Moscato et Dimeco, oui, je peux en parler parce que j'ai plus rien je m'en fous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de garde-fou, j'ai plus de garde-fou. Ouais. Tu vois, alors qu'avant, je me suis complètement recroquevillé sur moi-même pour surtout pas faire ça parce que ça serait retourné contre moi. Mais tu sais, il y a la plateforme We Are Tennis de BNP Paribas là, qui a mis en place un système de commentaires de match à l'Open 13 là, sur la dernière édition avec des intervenants. Tu avais Dimeco, tu avais des mecs qui sortaient un peu du cadre. Mais putain, t'aurais été magique là-dessus. Ouais, ça, tu vois, ça m'intéresse. Ouais. Tu vois, c'est de pouvoir balancer des trucs et dire, putain, tu vois, du style. Moi, je parle toujours du principe où c'est bien de montrer si t'es bon ou t'es méchant. Il y a toujours eu, tu sais, le célèbre western, le bon, la brute et le truand. Ouais. Tu vois, le bon, c'est Federer, la brute, c'est Nadal, et le truand, ça doit rester Djokovic. Et comme à l'époque, tu avais Lendl, McEnroe, Borg, ils avaient chacun une image. Aujourd'hui, ils sont tous stéréotypés parce que dans les réseaux sociaux, ils comparent maintenant les followers et ils comparent, tu vois. Et moi, j'estime qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir un méchant. Si jamais un conseil à Djokovic, c'est de dire, putain, mais surtout, sois méchant, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que ta communication, elle est complètement, elle est pas naturelle. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut se battre, quoi. Tu vois? Mais je te dis des trucs comme ça, mais à un moment donné, il faut les dire, quoi. Ouais. Comment ça va le golf? Bon, écoute, avec des hauts et des bas, hein, mais t'as pas un golfeur qui te répondrait pas ça. Donc ça veut dire bien. Tant qu'on peut jouer, ça veut dire que tout va bien. Tu vas tous les jours? Ouais. Bah, tous les jours, non, mais là, j'y vais aujourd'hui, mais des fois, j'arrête 48 heures parce que j'y vais tellement que je deviens fou. Et tu prends encore des cours? Oh non, j'en prends plus parce que je sais exactement ce que je dois faire. Ouais. Tu vois, mais après, c'est un truc de fou, le golf. T'as une bonne technique? Ouais, mais tu sais, c'est terrible. Le golf, si tu commences pas tôt, comme dans tous les trucs, mais tu passes ton temps à chercher un détail qui va te faire progresser, alors que si jamais tu commences tôt, tu réfléchis pas. Ouais. Si tu commences à réfléchir dans le golf, tu te dis... All right. Ouais. Allez, ciao.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode avec Reg. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé ou s'il vous rappelle des souvenirs. Et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien. Mettez un like et un commentaire à cette vidéo ou audio, tout dépend où vous l'écoutez. Sur Apple Podcast si vous voulez pas les pubs de YouTube, et sur YouTube si vous voulez les réactions peut-être, les mimiques, que sais-je. Pour nous aider aussi, tu peux rejoindre la communauté Tennis Légende où pour 5 € par mois, soit environ le prix d'une boîte de balles, on te donne accès à des interviews exclusives qu'on ne publie pas ailleurs, des débriefs de matchs de joueurs, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et en soutenant le podcast au passage. Nous, ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité chaque semaine et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Alors fonce, le lien est dans la description de l'épisode et par avance, un immense merci. Pensez aux bouche à oreille les légendes, envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu à l'entraînement, autour d'un verre ou un dîner. Inscrivez-les, montrez-leur comment ça marche et tout le monde sera très certainement ravi. Comme je vous le disais lors des épisodes précédents, il y a une expérience extra tennis que j'ai adorée, que j'ai envie de développer en 2024. C'était de présenter la soirée Artengo au micro sur scène devant environ 350 personnes. C'était une grosse adrénaline, mais aussi un travail en équipe magnifique que j'aimerais donc refaire pour animer des séminaires, des conférences ou autres team building. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à max@tennislegende.fr ou à me souffler vos idées sur LinkedIn ou Insta à Max Zamora ZAMORA. Je réponds à tout le monde. Voilà, j'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir sur le cours en ce début d'année. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.